Jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, comme chaque jour pour commenter l'actualité des marchés américains, le président de Mescart Financial Services. Grégory, commençons peut-être avec les statistiques du jour. Là, on vient d'avoir l'indice de confiance du consommateur américain pour le mois de septembre, la première estimation mesurée par l'Université du Michigan. On avait un peu plus tôt les ventes au détail pour le mois d'août, mais je sais pas, je rajoute la grande enquête dans les services qui était parue la semaine dernière, l'emploi américain dans son ensemble, le chiffre d'inflation qu'on a pu commenter hier. Il y a quand même toujours une série de bonnes nouvelles économiques aux États-Unis, Grégory. Absolument. Et quel est le résultat? Justement, cette confiance du consommateur qui rebondit sur la dernière statistique. Donc, quand le consommateur est confiant, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il achète. Et c'était très intéressant de voir dans les ventes de détail, qui sont en hausse de 0,4% sur le mois, de voir quelque chose qui est relativement important, c'est qu'en fait, ce chiffre positif est porté par les ventes de voitures. Or, une voiture, c'est quand même un gros achat que fait un consommateur. Et si on achète une voiture, on a quand même confiance dans l'avenir, on a confiance dans son emploi, dans son salaire. Et je dirais c'est assez significatif de voir donc que ces ventes de détail sont bien orientées, mais que cette fois, c'est des gros achats qui les portent. Et l'autre chose aussi à noter, mais alors ça, c'est pas du tout une surprise, c'est la suite de cette progression toujours importante des ventes sur Internet. Alors, il faut le rappeler, au mois de juillet, ces ventes avaient été en hausse de 1,7%. Grâce à quoi? Surtout grâce à Amazon Day, vous savez, ce fameux jour où Amazon fait tellement d'offres que c'est le plus gros chiffre de l'affaire de l'année pour eux, qui a pratiquement déplacé Thanksgiving. Or là, on a une hausse des ventes sur Internet de 1,6%, hein, c'est beaucoup, puisque ça suit un chiffre déjà très très fort. Je dirais, l'un dans l'autre, on n'a que des signes positifs vis-à-vis de la consommation aux États-Unis. Et vous l'évoquez aussi, les salaires qui sont bien orientés, continuellement orientés à la hausse, avec cette hausse de plus de 2,4% annuel, qui est aussi un facteur, disons, qui aide le consommateur à consommer et à être confiant. Et si le consommateur en plus bénéficiait de nouvelles baisses d'impôts l'an prochain, Grégory, c'est une possibilité alors qui a été très largement ouverte hier par Donald Trump. Alors, il y avait l'idée qu'il allait peut-être baisser la fiscalité sur les plus-values. Finalement, il renonce à ce projet parce que ça s'adresse peut-être trop directement à des gens fortunés. Non, en revanche, hier, Donald Trump nous dit qu'il va baisser à nouveau les impôts et notamment pour la classe moyenne. Ce sera très substantiel, très très inspirant pour cette classe moyenne américaine. Alors ça, c'est les paroles de Donald Trump en campagne, évidemment, en vue de sa réélection. Est-ce que ça a des chances néanmoins de se concrétiser? Là, ça deviendrait un véritable sujet pour les économistes et pour les investisseurs, j'imagine. Ça a vraiment des chances de se concrétiser, pour la raison simple, comme vous le disiez, période électorale pour Donald Trump. L'économie, il ne peut pas se permettre de voir un fléchissement important. Les marchés financiers doivent tenir pour qu'il soit réélu. Baisser les impôts pour toute une catégorie de personnes, les classes moyennes, il faut le dire, qui ont pratiquement pas bénéficié des baisses d'impôts de l'année dernière ou des 2 dernières années. Non seulement c'est une bonne idée électorale, mais c'est évidemment aussi extrêmement positif pour la consommation aux États-Unis et pour la croissance. Donc, pourquoi il ne le ferait pas? Il ne faut pas oublier que quand même, on est encore dans un environnement où les taux d'intérêt sont incroyablement bas. Et quand vous entendez le secrétaire au Trésor Mnuchin parler de la possibilité et même du désir qu'il a d'émettre des obligations du Trésor à 50 ans, c'est une façon de financer le gouvernement américain avec donc des taux très bas et ces hausses d'impôts, moi, me semblent être déjà non seulement préannoncées, mais elles vont arriver pour permettre à Trump d'avoir un bilan économique favorable quand il se présentera devant les électeurs. Bon, alors justement, dans ce qui pourrait participer à un bilan économique favorable, c'est peut-être d'apaiser un peu les tensions commerciales avec la Chine, ou en tout cas de permettre de retrouver un peu de visibilité sur ce plan-là. Et c'est vrai qu'on le commande depuis plusieurs jours. Chaque jour, on a des nouvelles positives qui permettent quand même d'affirmer qu'il y a une vraie détente ou une vraie désescalade aujourd'hui entre Pékin et Washington, avec même l'idée,
alors d'une stratégie, je sais pas de quelle manière elle pourrait prendre forme ou pas, mais l'idée de pourquoi pas nouer un accord intermédiaire, un deal provisoire. Alors dans quel but, Grégory? Est-ce que ça permettrait par exemple de dissocier les différents sujets qui sont traités par les négociateurs américains? D'un côté les questions douanières, tarifaires, commerciales, et puis de l'autre les sujets peut-être de plus long terme sur la propriété intellectuelle, sur la technologie. Est-ce que ça peut être une bonne stratégie? Vous la décrivez très bien, cette stratégie, parce que ça va être un peu l'explication qui va être donnée peut-être d'une pause dans cette guerre commerciale, justement de dissocier les tarifs de tout ce qui est beaucoup plus difficile, qui est donc par exemple ce que les États-Unis réclamaient, l'atteinte à leur sécurité nationale, l'espionnage informatique et des choses comme ça. Donc oui, c'est fort possible qu'on arrive à une pause, mais cette pause en fait elle est dictée par une chose que Trump, une fois de plus, a très bien réalisé, c'est que s'il continue avec les nouveaux tarifs, et notamment ces tarifs qui devraient rentrer en fonction au mois de décembre, c'est là que ces tarifs auraient un impact extrêmement important sur l'électeur américain, le consommateur américain, puisqu'en fait, tout ce que l'Américain va acheter à Noël serait taxé entre 15 et 20% de plus, que ce soit les habits, les jouets, l'électronique, etc., etc. Trump sait très bien qu'il ne peut pas se permettre ça, donc il faut sortir la tête haute de ces menaces et parler d'une trêve est peut-être une excellente chose. Or, la trêve, qu'est-ce qu'elle prendrait comme forme? La trêve, tout simplement, elle prendrait comme forme qu'il n'y aura pas de nouveaux tarifs tant que les discussions continuent. Et il n'y a pas de raison que ces discussions ne continuent pas. Tout simplement pour une raison très simple, c'est qu'il semble à peu près impossible d'arriver à un accord. On en est tellement loin. Par contre, on peut arriver, à force de petits compromis, à une situation où tout le monde sauve la face. Et la meilleure façon de sauver la face, c'est de dire ce n'est pas encore un accord, mais on va vers cet accord. On suspend des mesures de rétorsion, on suspend les tarifs, on continue à négocier et tout le monde serait content. Bon, parlons un peu des entreprises, Grégory. Alors, on a des nouvelles de WeWork, The We Company, qui sera la compagnie parent, la compagnie holding qui contrôle WeWork, le spécialiste du coworking, qui confirme son projet d'introduction en bourse. C'est quand même bien de le dire dans le contexte actuel, avec beaucoup de prudence ou de défiance de la part des investisseurs sur ce projet d'introduction en bourse de WeWork. Ils ont choisi le Nasdaq. Est-ce que ça nous apporte une information particulière? Et puis, on comprend quand même qu'il y a des changements de gouvernance importants qui vont intervenir. C'était un sujet clé pour les investisseurs, Grégory, la gouvernance de ce groupe WeWork, au-delà même de la valorisation. La gouvernance était peut-être une des pires gouvernances qu'on puisse trouver dans une compagnie. Dans le board des directeurs de WeWork, il y avait pratiquement tous les membres de la famille du CEO Newman, le cousin, il y avait la femme, etc. C'est pas terrible. Et par exemple, autre chose, la femme de Newman, qui est dans le board, aurait été, si Newman démissionnait de sa position de CEO, pas la successrice de Newman, mais aurait été en mesure de nommer elle-même qui serait la succession du président directeur général de la compagnie. Alors tout ça, c'est vraiment sérieux pour des investisseurs institutionnels qui, aux États-Unis comme ailleurs, sont de plus en plus sensibles, évidemment, à la gouvernance. Est-ce que ça va suffire? C'est ça la grande question. Parce que regardez, hier, il y avait une introduction en bourse qui a été le plus gros désastre pour une licorne, parce que c'était au-dessus d'1 milliard de dollars, le plus gros désastre depuis 2008. On en parlait un tout petit peu, je disais qu'il y avait des doutes dessus, c'était Smile Direct. Mais le problème qui est énorme, c'est que les banques qui ont conseillé Smile Direct ont fixé un prix d'introduction de l'action à 23 $, et imaginez que l'action a fini en baisse de 25%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que les banques ont poussé beaucoup trop fort la valorisation, parce que pour les banques, c'est tout à gagner. Et l'autre chose, c'est que ce matin, il y a déjà un procès contre la compagnie et contre ses introducteurs en bourse, en disant, mais écoutez, vous nous avez trompés, parce que vous avez estimé la valeur de cette compagnie beaucoup plus haut que ce que le marché peut accepter. Donc pour WeWork, si elle s'introduit en bourse la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va continuer, je pense, à revoir à la baisse sa valorisation. J'entendais sur CNBC ce matin qu'on parlait déjà peut-être d'une valorisation
en dessous de 15 milliards de dollars. Je rappellerai tous les jours que le dernier tour de table s'était fait à 47 milliards de dollars. Donc là, on en est vraiment très loin. Avec quand même quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de fonds aux États-Unis, mais même des fonds publics comme des Fidelity, etc., avaient des actions WeWork. Ils ont le droit de le faire, mais ils vont devoir les revoir nettement à la baisse, revoir nettement la valeur de ces actions à la baisse si la compagnie s'introduit, et ça aura des effets un peu partout. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important à continuer à voir. Est-ce que le marché actuellement continue à tolérer des valorisations qui passent très très bien quand il s'agit de private equity, de fonds privés, mais qui ne passent plus du tout quand il s'agit de fonds publics. Bon, très intéressant avec le Smile Direct Club, effectivement, qui a été un test très négatif là de ce point de vue-là, avec le cours de bourse qui s'est effondré de plus de 25% par rapport à sa première cotation hier. On suivra peut-être le 23 septembre, hein, c'est la date qui circule dans les médias américains, la première cotation de The We Company, la maison mère de WeWork au Nasdaq. Grégory, un mot pour finir peut-être du titre Apple, là qui recule assez lourdement, moins 1,8% pour Apple. Est-ce qu'on peut faire le lien avec une note des analystes de Goldman Sachs qui ont abaissé leur objectif de prix sur le cours d'Apple? Alors si oui, pourquoi? Pour quel motif est-ce que Goldman Sachs estime que la valorisation d'Apple que l'objectif doit être révisé à la baisse? Oui, alors après, il semble que Goldman Sachs ait un point intéressant. Vous vous souvenez que lors de l'introduction des nouveaux iPhone, on parlait aussi de l'introduction donc de Apple TV, et que Apple TV, qui coûterait 4,99 $ par mois, serait offert gratuitement à tout acheteur d'un nouvel iPhone, d'un nouvel Mac, etc. Donc, qu'est-ce que dit Goldman? Goldman tout simplement dit, mais si quand vous achetez un iPhone, et prenons l'exemple, et ils le prennent, disons que cet iPhone coûte 1 000 $, et qu'en même temps vous recevez gratuitement un service qui est Apple TV qui coûterait 60 $ sur l'année, en gros, la valeur de votre iPhone, elle n'est pas à 1 000 $, elle est à 1 000 $ moins le discount de 60 $. Elle est à 940 $. Ça, on parle de façon comptable. Mais c'est vrai. Et au niveau comptable, en fait, ce qui risque de se passer, en tout cas c'est la théorie de Goldman, c'est que ils vont devoir prendre, Apple, une charge en fait pour ces 60 $ d'abonnement annuel mis vis-à-vis des ventes de hardware. Et Goldman, ils mâchent pas leurs mots, et je dirais pas qu'ils ont tort pour le moment, ils ont peut-être raison. Ça aurait pu avoir un effet négatif jusqu'à 14% sur les profits des ventes justement de iPhone et d'autres computers. Donc le point est intéressant, c'est de la comptabilité, ça semble assez simple quand Goldman l'explique. Reste à voir si ça va être la réalité ou si Apple ne va pas dire ah non, pas du tout, c'est pas comme ça qu'on va prendre la comptabilité de ces discounts, parce que vous savez que la comptabilité c'est jamais ni blanc ni noir. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous tous les jours en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Vous avez le droit d'aimer les sushis autant que